On va commencer. Je demanderai aux personnes qui sont invitées à parler à rejoindre leur place et les autres également s'asseoir. Merci à Numa de nous accueillir. Donc bonjour mesdames et messieurs, moi je suis Daniel Dubreuil, je coordonne l'initiative Rénovons, initiative qui a pour ambition de faire adopter et mettre en œuvre un plan ambitieux et cohérent de rénovation des passoires énergétiques par le gouvernement dans l'objectif de réduire durablement la précarité énergétique. Donc j'ai le privilège d'introduire cette conférence de presse qui vous propose une première analyse donc constructive et critique des premières mesures annoncées par le gouvernement au regard des objectifs affichés par celui-ci et dont on se félicite. On va pointer en gros ce qui reste à mettre en place pour enfin faire décoller la rénovation des passoires énergétiques. Donc après la publication du plan climat, du plan logement, du grand plan d'investissement, et alors que le gouvernement et les parlementaires discutent du projet de loi de finances 2018, et également juste un peu avant la présentation de la très attendue feuille de route pour la rénovation énergétique, il nous semble plus qu'important de rappeler les enjeux d'une politique qui se doit d'être cohérente, complète et concrète. Le niveau élevé des objectifs de rénovation des passoires énergétiques habités par des ménages modestes, soit 1 million envisagés sur le quinquennat, l'exigence de cohérence que nous demandons de la part du gouvernement nous semble être une obligation sans laquelle l'atteinte de ces objectifs serait compromise dès le départ. C'est pour cela que nous avons demandé aux 4 intervenants et intervenantes de venir délivrer un message fort, justifié par l'urgence sociale, environnementale et économique que contient la question de la rénovation des passoires énergétiques. Donc 4 intervenants venant d'horizons différents, mais unis par un but commun, le même que celui affiché par le gouvernement, l'éradication des passoires énergétiques et la fin du fléau de la précarité énergétique dans notre pays. Donc Laurence Tubiana, tout d'abord, directrice générale de la Fondation européenne pour le climat, précédemment représentante spéciale pour la COP21. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, c'est un remerciement très chaleureux que vous ayez pu dégager du temps pour venir vous exprimer sur ce sujet. Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Gilles Vermaux-Desroches, délégué général de la Fondation Schneider Electric et directeur du développement durable de Schneider Electric. Et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Également présent dans la salle et pour répondre à des questions qui seraient plus précisément posées sur le contenu et les dernières déclarations relativement mouvantes, comme vous avez pu le savoir, du gouvernement sur le sujet, sont également présents donc des membres actifs de l'initiative Rénovons, Joël Vormus, directeur du réseau pour la transition énergétique, Frédéric Hutzmann, président du groupe EFI, et Bertrand Lapostolet, directeur du fonds de dotation sur l'énergie du même groupe, Mike Fink du réseau Action Climat, et François Boulot pour le Secours catholique. Et normalement, on devrait aussi avoir Michel Pellinck, le délégué général de la Fédération Solia. Sans plus tarder, je donne donc la parole à Madame Laurence Tubiana. Merci. Je vais être brève puisque l'intérêt de cette conférence de presse est d'abord d'écouter ceux qui font. Je suis là d'abord au titre de la Fondation européenne pour le climat que je dirige depuis quelques mois seulement. Et parce que cette fondation soutient cette initiative et continuera à la soutenir parce qu'elle nous paraît très importante. Alors, en plus, j'ai un attachement très personnel à ce sujet parce que, d'abord, j'ai animé le débat sur la transition énergétique et je retrouve de vieux complices de ce débat qui a fait sortir la précarité énergétique comme vraiment le sujet majeur, au-delà des arguties sur s'il fallait augmenter ou réduire la consommation de l'énergie, que le problème quand même énorme, c'était qu'on avait quand même beaucoup de pauvres et qu'ils payaient leur énergie cher et qu'il fallait arrêter ça. Et donc, ça me fait vraiment plaisir d'être là aussi, et surtout pour cette raison. Bon, vous savez en plus que l'accord de Paris, c'est quand même mon bébé. Ce bébé, il nécessite qu'on économise de l'énergie, qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre, et ça va bien avec la réduction de la pauvreté. Donc, plein de raisons. En plus, malheureusement, les impacts du changement climatique, ils sont là. Les vagues de chaleur auxquelles on a assisté, ne serait-ce que cet été, on sait très bien qui sont les gens qui ont le plus souffert de ça. Et ça fait aussi partie de la même histoire. Donc, en plus, je trouve que on doit, enfin, et heureusement d'ailleurs, on sort de cette discussion un peu technique sur les tonnes de carbone pour aller vraiment vers une discussion sur la justice sociale. Et je crois que c'est que comme ça d'ailleurs qu'on va mobiliser les citoyens, la société pour
lutter effectivement contre les gaz à effet de serre, contre cette manière de dépenser n'importe quelle énergie avec n'importe quelle source, pour se dire c'est une question de transition, elle doit être juste, c'est une question sociale d'abord, et c'est une question aussi de lutte contre la pauvreté. Et je suis heureuse que ce soit plus de 2 combats séparés. C'est effrayant les chiffres qu'on a encore de précarité énergétique en Europe, de pauvreté. Et en France, j'ai redemandé les chiffres après 3 ans de débat. Non, c'est pas beaucoup. Et je trouve que, bon, alors c'est très bien que le gouvernement ait mis ça en priorité. J'espère qu'il fera mieux que le précédent. Il faut aller plus vite sur la rénovation. Il faut y mettre plus de moyens, et c'est pas facile, on le sait, à la fois sur le plan technique, sur le plan économique, mais il faut le faire. Il faut aussi que la France, qui veut affirmer ce leadership sur le climat, elle soit cohérente avec elle-même. Et je crois qu'on doit tous être là pour y veiller, rappeler au gouvernement ses engagements. On ne pourra pas avoir l'air d'être des leaders au plan mondial si on ne fait pas le ménage chez nous et en Europe. Donc bravo de le faire, bravo de travailler autant en réseau. Et en gros, je suis très heureuse d'être là, tout simplement. Merci Madame Tubiana. Monsieur Vermaux-Desroches. Je voudrais dire une première chose qui n'est peut-être pas une évidence, c'est que je représente ici un industriel, et cet industriel est bien dans ce groupe de réflexion. Je sais que dans le passé, on m'a posé quelques questions de savoir qu'est-ce qu'on faisait au milieu de l'ensemble de ces acteurs. Je suis sûr qu'on ne peut pas inventer le futur. Et pour Schneider Electric, être un acteur de la transition énergétique, c'est important. Si on reste enfermé dans nos laboratoires, dans la manière qu'on a de voir le monde, et si on ne comprend pas qu'il évolue différemment, et que c'est par la capillarité d'acteurs qui pensent différemment, qui peuvent avoir un objectif en commun, mais par des chemins différents, qu'on trouvera les solutions les plus adaptées. Donc c'est très important. Ici, comme dans d'autres endroits dans le monde, pour Schneider Electric, de travailler avec des acteurs qui sont différents. Et il me semble que ça participe des solutions qu'on doit davantage mettre en œuvre sur les enjeux de climat, bien sûr, mais sur beaucoup d'autres liés au développement, liés à l'économie circulaire et à d'autres sujets. Premier point. Le deuxième point, au fond, quand on regarde Schneider Electric, on se dit, voilà une entreprise qui vient de faire sa mue d'une entreprise qui faisait de la distribution électrique, qu'à 180 ans, vers l'efficacité énergétique, et qui considère que dans l'enjeu de se battre tous ensemble pour réduire la consommation énergétique et consommer mieux, dans la maison, dans le bâtiment, dans l'usine, dans le quartier, sur le réseau, c'est important. On parle tout le temps, quand on est dans mon entreprise, de Smart City, de Smart tout ce que vous voulez. Le monde de demain sera en rien smart si une partie le devient et l'autre partie est abandonnée au pas des portes. Et qu'on est sur une commune planète, et qu'il y a une démarche à avoir pour considérer que les solutions qu'on met en œuvre sont accessibles pour tout le monde, et en particulier pour ceux qui peuvent en avoir un plus grand besoin, en particulier parce que l'énergie peut coûter cher. Alors on a sur ce sujet une vision plus mondiale que française, de par l'activité de Schneider Electric qui est répartie dans quasiment tous les pays, et où la France représente aujourd'hui 5-6% de cette activité. Il se trouve que c'est aussi un lieu où on réfléchit, donc c'est important je crois, de mêler ces deux sujets. Et au passage, l'attribution de Nicolas Hulot sur la transition écologique et solidaire me paraît capitale pour penser les solutions de demain. La troisième chose, et je m'en arrêterai là, mais c'est peut-être une contribution qu'on a, moi je suis assez marqué comment toutes les politiques d'efficacité énergétique des 40 dernières années, c'est-à-dire depuis que on a parlé du premier choc pétrolier et qu'on est engagé sur le sujet, en France en particulier, ne font pas confiance à la société civile et aux individus. Et qu'à chaque fois qu'on a travaillé sur ces différentes politiques, c'est plutôt des grandes démarches que l'État impose, et pas tant une prise de conscience partagée avec les habitants, pour qu'ils soient eux-mêmes responsables de leur efficacité énergétique. Quand on regarde les solutions qu'on met sur le marché, c'est mon prisme sur ce sujet-là, et qui sont en vente dans le monde entier, on voit bien comment, dans plein de pays du nord de l'Europe, ce travail de sensibilisation, de concertation, de prise en compte et de respect de l'initiative individuelle est important. Là où, quand la France pense à ça, elle pense à des grands plans développés par la puissance publique, et
les moutons n'ont qu'à bien se tenir. Je pense que non. Le cumul de ce que je viens de dire sur le digital, sur le numérique, cette réalité de l'efficacité énergétique doivent être mis ensemble pour permettre aux gens d'être acteurs de leur propre réduction de consommation énergétique. Il se trouve que Schneider met sur le marché des produits d'efficacité énergétique plutôt dans le bâtiment, mais aussi dans le résidentiel, et que les premiers lieux, on les a installés, c'était dans le cadre d'un partenariat avec Habitat et Humanisme, Solidarité Nouvelle pour le logement et Un toit pour tous, pour découvrir que des gens qui, comme ça, étaient en précarité énergétique et qui, en pilotant eux-mêmes leur énergie, la réduisaient de manière assez forte pour augmenter leur reste à vivre de 100, 200, 300 euros, ce qui était très important pour eux. Et donc, cet exemple montre comment, dans ce plan, et peut-être que c'est une manière de le qualifier davantage, il faut partir des gens. D'ailleurs, on rentre dans une logique de platforming avec le numérique. L'endroit où on est un excellent exemple. On n'est plus dans la logique linéaire d'un État qui déciderait, d'autres qui te mettraient en œuvre, et puis du client, y compris celui qui est en précarité, qui devrait subir ou moins subir, etc. On est dans une logique de dialogue dans lequel on est tous co-quelque chose. Et il me semble que cette logique n'est pas présente et pas assez présente dans ces 10 mesures. On en prend la mesure dans beaucoup de pans d'activité. Dans le tourisme, dans la communication, dans l'organisation des entreprises. Sur ce sujet, il faut en prendre la mesure et peut-être changer complètement le logiciel sur ces précarités énergétiques. Je voudrais dire un dernier point. On oublie que la sécurité d'usage de l'électricité est un problème un peu partout, mais singulier dans les passoires énergétiques, qu'il suffit d'avoir des liens avec les pompiers pour savoir que ce sont ces lieux-là qui sont aussi le plus souvent détruits, y compris parce qu'il y a un petit problème électrique, alors que ça ne coûte pas très très cher de la sécurité électrique, pour le coup. Alors vous allez dire, je vends ma paroisse, mais en même temps, quand vous regardez les chiffres, que ce soit la mienne ou celle de mes concurrents, mettre un disjoncteur, des fusibles et s'assurer que tout ça fonctionne quand il y a le cas, il y a un problème. Et il y a plus souvent de problèmes dans ces lieux-là que dans d'autres. Ça doit faire partie du plan, parce que si on regarde de manière massive les questions d'émissions de carbone, très honnêtement, c'est bien plus important que l'efficacité énergétique. Et pour les gens eux-mêmes, la sécurité pour mieux vivre et ne pas vivre dans le drame d'avoir en plus un bien qui est une passoire mais qui prend feu, c'est aussi un point capital qu'avec les tissus associatifs avec lesquels nous sommes engagés, on ne peut pas complètement oublier et qui doit faire partie des premiers travaux. En tous les cas, merci pour cette mobilisation. On est ravis d'y participer. Je crois que cette question solidaire va aussi transformer la question, y compris de l'emploi, qui fait partie de la démarche, parce que quand on a à rénover tous ces lieux, il est question de salariés, il est question de transformer l'argent qu'on dépense en énergie par de l'argent qu'on partage pour que des gens aient de l'emploi et installent autrement des lieux mieux vivables. Tout ça est dans notre démarche pour pousser l'État à être plus engagé auprès des populations et à travailler avec elles et pas seulement pour elles. Merci, Monsieur Vermaux-Desroches. Évidemment, on ne prétend pas à l'exhaustivité dans l'initiative Rénovons. Au vu de la taille des problèmes, le nombre de ménages touchés également se compte en millions. À cette taille de problème, c'est la totalité, l'éventail des mobilisations et des solutions qui fonctionnent objectivement, qui sont à mobiliser, qui sont aussi à développer et parfois à généraliser pour pouvoir répondre aux problèmes. Donc la question d'un plan national, ça vise à mettre en cohérence la totalité de ces solutions qui sont à mobiliser. Et pour revenir justement sur l'articulation entre l'environnement et la solidarité, je trouvais très intéressant de faire intervenir Audrey Pulvar comme présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années, je pense, et sur lequel l'initiative Rénovons se propose d'être un exemple pour faire rejoindre on va dire, la justice sociale à travers la convergence des préoccupations environnementales et sociales. Oui, alors la Fondation pour la Nature et l'Homme faisait déjà partie de l'initiative Rénovons, donc c'est pas une surprise que nous soyons là, et ça l'est d'autant moins que pour la FNH depuis longtemps. Depuis longtemps, il est question de transversalité et de lier toutes les problématiques sur la précarité, la pauvreté, les inégalités
aux problématiques de lutte contre le réchauffement climatique, de lutte contre la dégradation de l'environnement ou l'accélération de la dégradation de la biodiversité. La question de la lutte contre la précarité sous toutes ses formes est centrale quand il s'agit de parler du changement climatique et des transformations, non pas seulement des solutions, mais des transformations que nous devons mettre en œuvre pour faire face à ce défi du réchauffement climatique et à toutes ses conséquences. Elle est centrale, la lutte contre la précarité avec un grand L, mais précarité encore une fois sous toutes ses formes, parce que ce soit au niveau mondial ou que ce soit au niveau national, que ce soit dans le pays le plus pauvre de la planète ou dans le pays le plus riche, ce sont toujours les plus pauvres, alors les plus pauvres d'entre les plus pauvres dans les pays pauvres et les plus pauvres, les plus démunis dans les pays riches, qui payent la facture la plus élevée. Ce sont eux qui sont les premiers exposés aux conséquences du réchauffement climatique. Ce sont eux qui sont les premiers exposés aux conséquences de l'Anthropocène, au déplacement de population, au développement de l'urbanisation, et ce sont non seulement les premiers exposés, mais les premiers exclus. Et donc, imaginer des solutions, imaginer une transformation de nos modes de vie qui permettrait de ralentir la tragédie du réchauffement climatique, de préserver un peu mieux notre environnement ou de freiner l'accélération. Je sais que freiner l'accélération, ça ne va pas très bien dans une phrase, mais je le dis à dessein parce que il y a une accélération de la dégradation de la biodiversité, une accélération très forte, et il nous faut freiner donc cette accélération. Eh bien, les conséquences de tout cela sont particulièrement sensibles pour ceux qui sont les plus exposés et les plus pauvres, pardon, les plus démunis. Et la précarité énergétique dans nos pays, y compris dans nos pays riches, illustre singulièrement cette collision, je dirais, entre les problèmes liés au climat, les problèmes d'environnement et les problèmes de pauvreté. La précarité énergétique en France, c'est 11,5 millions de personnes touchées, c'est-à-dire une part importante de la population. Ce sont effectivement près de 7,5 millions de logements qui sont concernés. C'est un constat qui ne s'améliore pas. Je parle sous ton contrôle, Christophe. Et qui est toujours de gouvernement en gouvernement le constat d'un constat désolé, avec des objectifs très ambitieux fixés. C'est un peu comme la question des sans domicile fixe. Bientôt zéro SDF dans nos rues, bientôt zéro problème de précarité énergétique. Bon, la loi sur la transition énergétique prévoit à partir de 2017 500 000 logements rénovés, 500 000 logements en situation de précarité énergétique rénovés. On est en 2017. Le rythme de croisière aujourd'hui, c'est plutôt 50 000. Donc on est assez loin du compte. Et le projet de loi de finances de 2018, tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, prévoit environ 1,2 milliard d'euros pour la rénovation énergétique par an, quand, d'après nos calculs et d'après les calculs de l'initiative Rénovons, il en faudrait 4. Donc nous sommes quand même très très loin des objectifs qu'il faudrait se fixer, ne serait-ce que pour améliorer la situation, sinon la régler totalement, de ces 11,5 millions de personnes qui sont exposées au froid, aux maladies, à effectivement utiliser toute forme d'expédients pour se réchauffer, et y compris les plus dangereux, et à l'inéquité d'une société où finalement ce sont les plus démunis qui ont une facture énergétique la plus difficile à supporter. Donc nous sommes là pour demander au gouvernement de mettre en conformité ses actes et ses promesses, notamment en termes de moyens mobilisés. Nous sommes assez circonspects quant au contenu de la feuille de route qui nous est promise sur ces questions-là. Nous demandons effectivement de la cohérence de la politique gouvernementale, notamment entre le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et dans l'intitulé de ce ministère, je dirais que le mot le plus important, c'est peut-être le mot solidaire.
Donc voilà, plus de cohérence, plus de cohésion, une feuille de route claire et plus ambitieuse que ce qui nous est promis pour l'instant dans le grand plan d'investissement et dans le projet de loi finances de 2018. Et une préoccupation également sur la question de la santé. Je vais te passer la parole, Christophe, puisque... Alors, vous parliez d'emplois. Oui, la rénovation énergétique, ça crée des dizaines de milliers d'emplois. Ça fait réaliser à l'État des économies et ça ferait réaliser à la communauté une économie de 800 millions d'euros de frais de santé par an. Ce qui, tout de même, à notre sens, n'est pas négligeable. Uniquement pour les ménages qui sont en précarité énergétique. Voilà, uniquement pour les ménages touchés par la précarité. Merci beaucoup, Madame Pulvar. Pour les chiffres... tout ce qui est chiffres. On a fait ce travail de scénario de la rénovation des passoires énergétiques. Donc un grand nombre de chiffres et de documentation sont déjà disponibles sur le site Rénovons. On n'a pas tout remis dans le dossier de presse, mais un certain nombre de résultats sont disponibles. Et vous pouvez aller regarder le scénario Rénovons de rénovation des passoires énergétiques, qui est un système d'évaluation d'impact de la rénovation de toutes les passoires énergétiques en France d'ici à 2025, c'est-à-dire ce qui est prévu par la loi de transition énergétique et pour la croissance verte. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Christophe Robert, notamment pour rentrer un petit peu plus, si c'est possible, dans ce qui est attendu aujourd'hui, au vu de ce qu'on sait, des informations qui ont paru éparpillées, morcelées dans différents documents et de l'état des lieux qu'on peut en tirer jusqu'à aujourd'hui, de ce qu'on attend pour les prochaines semaines. Je ferai un mot de conclusion d'ailleurs pour rappeler les priorités de l'initiative Rénovons sur le contenu de la feuille de route également. Christophe. Merci, bonjour. Merci pour cette conférence de presse. Je partage ce qui a été évoqué sur le fait que ce regroupement est fondamental. Le lien entre des urgences sociales, environnementales, économiques aussi, on va en parler. Voilà, je pense qu'on a passé le cap sur le diagnostic et qu'aujourd'hui, on veut que ça bouge. Hein, c'est ce qu'on est en train de dire. On a eu des étapes importantes ces 8-10 dernières années. Le quinquennat précédent a été un moment fort de prise de conscience et d'affichage. Maintenant, il faut y aller, quoi. Hein. Faut passer de la parole aux actes. L'urgence est telle que on peut plus attendre. Si on devait un petit peu résumer ces enjeux, on l'a dit, plus de 7 millions de passoires thermiques, 11-12 millions de personnes fragilisées en matière de précarité énergétique, des conséquences sur la santé qui sont considérables pour ceux qui sont en situation de précarité énergétique. On a pu à la Fondation Abbé Pierre mener des études qui font la comparaison entre un groupe qui est en précarité énergétique et un autre groupe à peu près équivalent au niveau de ressources, de localisation et qui n'est pas en précarité énergétique. Les conséquences sur les maladies respiratoires, sur la dépression, sur des migraines à répétition, sur l'isolement social, sur le fait qu'on n'ose pas inviter des gens chez soi parce qu'on a honte, sur le regard qu'on porte soi-même sur ce qu'on a été capable d'offrir à ses enfants. Tout ça mis bout à bout justifie à eux seuls, une intervention très très forte. On voit d'ailleurs que ceux qui sont les plus fragilisés sont ceux que l'on retrouve avec d'autres indicateurs de fragilité, des familles monoparentales, des personnes âgées avec des toutes petites retraites. On a là finalement le reflet de la précarité dont je rappelle qu'elle a augmenté significativement dans notre pays parce qu'on a 1 million de pauvres de plus en 10 ans. On l'oublie souvent, mais ce pays, la France, n'a pas su endiguer la pauvreté, bien au contraire, elle l'a laissé augmenter. On sait que la précarité énergétique, c'est la combinaison de 3 facteurs. C'est la hausse des coûts de l'énergie. On a les chiffres ici qui seront présentés. L'augmentation de la précarité et la mauvaise performance énergétique du bâti, des logements. Donc cette combinaison de 3 facteurs, il faut qu'on l'ait en tête tout le temps pour comprendre comment on doit agir. Et c'est là où peut-être je vais essayer de regarder où on en est après quelques mois, c'est vrai, de ce nouveau gouvernement, de ce nouveau président de la République qui avait affiché des objectifs très ambitieux en la matière. Hein. C'était une des grandes priorités du candidat Macron et qui a été réaffirmée depuis via le ministre Hulot, la composition de ses axes de travail et la composition intitulée du ministère. Alors, déjà, on avait des grandes ambitions dans la loi de transition énergétique. Je dis bien la loi ambition.
500 000 rénovations thermiques, Audrey l'a dit, c'est énorme. C'est bien, c'est un bel objectif. Maintenant, il faut le faire, quoi. 500 000 rénovations thermiques, alors si on se positionne, puisque c'est ça notre objet quand même, prioritairement sur le fait que sur ces 500 000, il en fallait 250 000 pour les personnes les plus modestes, qui est un axe très intéressant, parce que si on se cantonne au haut du panier, ceux qui ont des moyens, ceux qui connaissent les dispositifs, qui vont pouvoir débloquer des ressources, etc., bon, on pourra le faire, on ne sera pas à 500 000, mais surtout, il faut avoir en tête cet objectif de 250 000 pour les plus modestes. C'est fondamental, pour plusieurs raisons, et j'y reviendrai. Alors, 250 000 pour les plus modestes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le parc social, et ça veut dire qu'il y a le parc privé. En gros, il faudrait arriver à 130 000 dans le parc privé. Aujourd'hui, on est à 50 000. On est à 50 000 pour les personnes modestes dans le parc privé, via essentiellement le dispositif mis en place par l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, sur Habiter mieux. Donc, comment on passe de 50 000 à 120, 130 000 ? C'est une question qui nous est posée. Alors, dans le projet de loi de finances qui vient de sortir la semaine dernière, on nous annonce 75 000 rénovations via le dispositif Habiter mieux par an pendant 5 ans. Bon, c'est déjà un objectif grossi. C'est plutôt positif, mais on n'y est pas. Enfin, il faut quand même le constater par rapport à la question de l'ambition. 75 000, c'est bien de le fixer sur 5 ans, mais on n'y est pas, en ce qui concerne les ménages modestes, dans le parc privé. Quand on dit 75 000, il faut aussi vérifier la capacité financière de l'ANA pour le mener à bien. Il faut regarder. Hein, on n'a pas encore le détail sur des apports d'Action Logement, sur taxe carbone, sur etc., etc. Donc il faudra regarder la capacité réelle de le faire. Et je pense qu'il nous faut demander une montée en puissance pour arriver à la fin du quinquennat à un niveau supérieur aux 75 000 qui viennent d'être affichés. Pourquoi c'est déterminant sur le parc privé et sur les ménages modestes? Parce que c'est là où nous avons fait la démonstration avec notre initiative Rénovons que si on agit sur les ménages les plus modestes, c'est là où on pourra avoir un retour sur investissement le plus puissant. Pourquoi? Parce que en rénovant thermiquement les logements, on va pouvoir limiter considérablement les effets de la précarité énergétique sur la santé, etc., etc. Et c'est là qu'on va faire des économies si on est bien d'accord pour prendre une logique systémique. On investit avec la puissance publique, avec les acteurs privés aussi, et on a des retours sur investissement significatifs, dont nous avons fait la démonstration. Je ne vais pas revenir sur l'étude, elle est présente, je pense, dans le dossier de presse, dans les grandes lignes. Donc c'est bien parce qu'on va mettre le paquet sur les plus précaires, ceux qui n'y arrivent pas à le faire seuls, que l'on va aussi avoir un retour sur investissement le plus important, sans oublier évidemment qu'on va améliorer considérablement leurs conditions de vie, mais aussi leur pouvoir d'achat, ça veut dire redonner de la capacité de consommer, etc., etc. Donc il faut absolument qu'on intègre toutes ces dimensions. C'est les seules motivations qui nous permettront d'avoir une politique ambitieuse. Autrement, on sera coincé par Bercy, par des idéologies, par des concurrences, par des jeux de lobby. Non, il faut absolument avoir en tête cet objectif. 130 000 dans le parc privé pour les 250 000, 120 000 dans le parc social, à peu près. Dans le parc social, on devrait arriver, c'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant, à atteindre les 120 000. Parce que c'est organisé suffisamment, il y a déjà une antériorité de la rénovation thermique dans le logement social, c'est des acteurs avec qui on peut travailler. Bon, petite inquiétude quand même, parce que vous avez vu que dans le projet de loi de finances, on annonce une économie à faire via les bailleurs sociaux, de l'ordre de 1,5 milliard, 1,7 milliard. Et si on empêche une partie de leur capacité d'investissement, bien sûr sur la production neuve, mais ça risque aussi d'avoir un impact sur la rénovation thermique. Donc là, on est en pleine négociation gouvernement-HLM, mais attention, à ne pas d'un côté donner ou dire on va faire ça, et puis fragiliser de l'autre, et que le résultat final, ça soit moins de rénovation thermique, y compris dans le logement social. Effectivement, Audrey l'a dit, où sont les 4 milliards? Ça, c'est la question qu'on se pose, qui étaient annoncés par le candidat Macron, qui ont été réitérés par le ministre Hulot. Aujourd'hui, nous n'avons pas le compte. Donc, ça nous inquiète. C'est aussi pour ça qu'on fait cette conférence de presse. Il y a aussi un enjeu autour de la responsabilisation des bailleurs, des propriétaires. On le sait, hein, c'est-à-dire que si on veut vraiment rénover thermiquement, bien sûr, il faut y mettre des moyens, il faut mobiliser toutes les forces, pas seulement publiques, vous l'avez dit, mais aussi privées, on pourra y revenir, mais il faut aussi donner un signal norme, dire aux propriétaires, c'est fondamental cette histoire.
Vous êtes responsable de ce que vous louez aux locataires. C'est pour ça que dans la loi de transition énergétique, nous nous étions félicités d'un décret sur la décence qui devait intervenir, intégrant la précarité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique. Ce décret est sorti, il n'est pas bon. Je vous le dis très clairement, il n'est pas bon, il n'est pas en capacité à la fois de protéger les ménages fragiles et d'imposer véritablement un signal norme important aux propriétaires. Donc on a fait un recours amiable au Premier ministre, on n'a pas eu de retour. Maintenant, on est passé au niveau du Conseil d'État, un certain nombre d'organisations, pour retoquer ce décret et le remettre en conformité avec les ambitions de la loi de transition énergétique. Toujours un enjeu d'ambition qui n'est pas tout à fait respecté, je dis bien tout à fait. Alors, autre point, on le sait, tant qu'on n'aura pas rénové ces passoires thermiques, alors en 5 ans ou en 10 ans, selon si on se positionne de nos objectifs à nous ou ceux du gouvernement, toujours est-il qu'il faut le faire. Tant qu'on n'a pas fait ça, il faut aider les ménages. Hein? Donc on a bien conscience, nous, tous ici, qu'il faut d'abord agir sur les sources, la cause. Mais en même temps, on ne peut pas laisser des gens dans les situations qui étaient décrites à l'instant. Donc il faut les aider, l'aide à la facture. Alors, le chèque énergie qui vient d'être annoncé, qui était expérimenté par le précédent gouvernement, mais qui va être généralisé, est un bon chèque, a priori, parce qu'il élargit les énergies qui sont concernées. Donc il englobe plus largement les moyens de se chauffer des ménages précaires, des ménages modestes. On nous annonce une augmentation moyenne du chèque énergie de 150 € pour cette année, pour l'année d'après, et de 200. Une chose est sûre, c'est que c'est un peu plus, en moyenne. Une chose est sûre, c'est qu'on va toucher plus de monde. La cible, c'est 4 millions de ménages. Mais, clairement, on ne va pas pouvoir faire sortir de la précarité énergétique les ménages dont on parlait tout à l'heure. C'est sûr que non. Ce seraient des niveaux à hauteur de 600 € qu'il faudrait en moyenne. Et puis aussi, il y a des perdants. Donc il va falloir qu'on regarde de près. Certains vont toucher plus de 150 € annuels. D'autres vont perdre par rapport aux tarifs sociaux qu'ils avaient auparavant. Donc il nous faut regarder de près. En tout cas, je vous le dis, ça ne sera pas en capacité. On dit qu'il y a un petit effort qui est fait, budgétaire, mais ça ne sera pas en capacité de régler le problème. Donc, il faut que d'autres moyens soient déployés pour aider les ménages concrètement. Et là aussi, on a des inquiétudes. Vous avez vu, dans le projet de loi de finances, il y a une attaque en règle sur les APL. Les APL qui permettent de solvabiliser 6,5 millions de ménages parmi les plus modestes, parmi les plus pauvres, soit 13 millions de personnes. On annonce une baisse de 5 €, un gel des APL pour 2018. En gros, on donne d'un côté un petit peu, on reprend de l'autre pas mal. Il y a un moment où la question de la cohérence globale de l'action publique vis-à-vis des plus fragiles sur ce front du logement, de la capacité de pouvoir se chauffer convenablement, est posée. Donc ça nous inquiète profondément. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne dit pas que rien n'a été fait. On ne dit pas que rien n'est fait. On ne dit pas qu'il n'y a pas une volonté d'agir de ce gouvernement en la matière. Simplement, on est convaincu d'une chose, c'est qu'il faut complètement modifier l'écosystème pour pouvoir être en capacité d'intervenir massivement par rapport aux chiffres qu'on a évoqués. 7 millions de passoires thermiques, 11-12 millions de personnes touchées par la précarité énergétique, et que pour le coup, ce changement majeur, cette priorité absolue, aujourd'hui, elle est fragilisée par des annonces ici ou là, une absence de feuille de route. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas ambitieux? En tout cas, ça nous inquiète. Donc c'est un message très fort que l'on dit au gouvernement. Vous vous étiez engagé fortement. Vous aviez pris la mesure de l'enjeu économique, social, environnemental de ce chantier. Maintenant, nous, on veut vraiment que vous vous mobilisiez en agissant sur tous les leviers pour pouvoir intervenir avec une priorité sur les plus modestes, du fait du retour sur investissement et du fait, j'allais dire, de la responsabilité collective que nous avons vis-à-vis des populations les plus fragiles dans notre pays. Merci beaucoup Christophe. Effectivement, donc on voit mobiliser l'éventail des solutions disponibles pour lutter contre le problème, mobiliser aussi les solutions à la fois sur le temps court, le temps long. Donc là, c'est plutôt notre espace de travail. Le temps court, effectivement, le chèque énergie qu'on peut défendre par ailleurs et qui est également porté par d'autres coalitions et où on rappelle que l'ONPE, donc l'Observatoire national de la précarité énergétique, fixe l'écart énergétique à 600 €. C'est-à-dire pour sortir les ménages en précarité énergétique
de cette situation juste par l'usage d'un chèque énergie, il faudrait qu'il soit à hauteur de 600 €. C'est bien pour ça que ça semble compliqué d'y arriver actuellement dans l'équation budgétaire et qu'il faut intervenir à la fois en ayant un chèque énergie qui soit vraiment un peu plus impactant que ce qu'il est aujourd'hui pour le budget des ménages, mais aussi travailler sur la solution de moyen long terme qui est la rénovation. Fermer le robinet de la consommation énergétique pour ces ménages, qui c'est vraiment là, une priorité absolue. Et également, pour renforcer, l'initiative Rénovons n'a pas pour objet de soutenir la rénovation énergétique dans le logement social, parce qu'on estimait au départ que c'était une mécanique qui marchait bien. Et donc on trouve assez dommage de fragiliser la rénovation énergétique dans le logement social, alors que pour nous c'est un peu l'exemple de ce qu'il faudrait faire et des outils qui sont mis à disposition des acteurs de la filière pour pouvoir arriver, et notamment au niveau du financement, ou de faire émerger les moyens de financement ou de financer le reste à charge. Je voulais juste revenir, avant de vous donner la parole, sur 2-3 demandes prioritaires, en gros, qu'on sent doucement échapper de l'agenda gouvernemental. Un premier qui va aussi, qui est une des préoccupations importantes des acteurs de la filière. On a un portage politique qui est éclaté, et ça nous pose un problème, effectivement. C'est-à-dire cette espèce de double tutelle entre effectivement 2 ministères. Ça pose des problèmes de gouvernance, donc ça c'est un problème qui doit être réglé au-dessus. Donc la demande, elle s'adresse véritablement au niveau du Premier ministre et du Président de la République, de trouver un moyen de coordonner de manière plus forte l'action gouvernementale sur ce sujet, dans l'objectif d'atteindre les 1 million de rénovations sur 5 ans. Il y a la question de la disparition de l'audit gratuit pour les ménages en précarité énergétique qui nous préoccupe quand même, parce qu'effectivement, si on ne peut pas auditer, si on ne peut pas diagnostiquer, si on ne peut pas repérer, on ne voit pas tellement comment on va réussir à aller chercher cette cible, puisqu'on se félicite de la précision du ciblage, qui est exactement la commande et la demande de l'initiative Rénovons, cibler les ménages en précarité énergétique ou les ménages modestes qui habitent dans des passoires énergétiques. Puisque ça a été très bien dit, c'est là où se situent les gains collectifs. Donc ça, c'est préoccupant. Et pas d'audit, mais aussi aucune annonce sur le renforcement des dispositifs d'accompagnement. Ici, même dans la salle, on a des personnes qui sont... Il y a au niveau du Secours catholique, de la Fondation Abbé Pierre, du réseau Ecohabitat avec Franck Billot, qui sont des personnes qui travaillent spécifiquement. Il y a aussi Bertrand Lapostolet pour le programme MAGE du Fonds d'attention qui travaille spécifiquement sur différents segments d'accompagnement de ces ménages. Et en fait, c'est l'accompagnement qui va faire déboucher les travaux. Voilà la conclusion, en fait. Et c'est-à-dire, s'il n'y a pas un solide investissement dans l'accompagnement transversal de ces ménages et continu de ces ménages, on n'aura pas des solutions de travaux qui vont déboucher au bout pour ces ménages. Et ça, c'est quelque chose, dans la réforme de l'écosystème général pour la rénovation des passoires énergétiques occupées par les ménages modestes, qui est vraiment à garder à l'esprit, et que le gouvernement doit garder à l'esprit, et pour lesquels il doit mobiliser des solutions de financement innovantes ou pas. On a des exemples de financement à travers le mécanisme des CEE, on pourra y revenir, mais d'autres aussi qui doivent être mobilisés. Et effectivement, Christophe l'a très bien dit, il y a un problème de signal qui est envoyé aux propriétaires et à l'ensemble de la société en général, qui est qu'à un moment, il faut faire passer l'idée qu'une certaine catégorie de logements non performants, c'est plus acceptable pour la société dans son ensemble. Et c'est surtout pas acceptable de le louer, parfois à des loyers très élevés, pour des familles en précarité énergétique. Il y a quelque chose à réfléchir autour de cette question. Oui, enfin, surtout, il faut arrêter de parler d'écologie punitive, hein, parce que cette espèce de tarte à la crème, la punition, elle est pour qui? La punition, elle est comme d'habitude pour les plus démunis. Quand on est sur une planète où 800 millions de personnes sont en situation de malnutrition ou de sous-nutrition ou d'accès difficile à une nutrition correcte, où 1 milliard de personnes sont en situation de précarité, quand on est dans un pays, la France, 5e ou 6e puissance mondiale, on ne sait jamais trop, dans laquelle il y a effectivement 11,5 millions de personnes en situation de précarité énergétique, où il y a 8 millions de pauvres, où il y a 17 millions de personnes qui sont à 50 € près
à 50 € près, ils basculent dans la pauvreté. La punition, elle est pour qui? C'est pas une question de punition, c'est une question de responsabilité. Les questions liées à l'impact du réchauffement climatique et à la dégradation de l'environnement, c'est des questions de responsabilité des pays riches par rapport aux pays pauvres. Et dans les pays riches, c'est le cas de notre pays qui demeure un pays riche, une responsabilité de ceux qui ont un peu plus par rapport à ceux qui n'ont pas du tout ou ceux qui ont le moins. Donc voilà, après on peut parler de punition. Moi, quand il s'agit d'aller vers l'autre et de lui donner un peu de ce que j'ai pas la sensation d'être puni, j'ai la sensation d'être enrichi. J'ai la sensation de recevoir de celui justement avec lequel j'échange. Et ce serait bien que de temps en temps, dans notre vision de tous ces problèmes-là, on inverse un peu la perspective. Comme pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu dans d'autres interventions que j'ai pu faire, parce qu'il y en a dans la salle qui m'ont déjà entendu. On a le cynisme, on a essayé. Le cynisme et l'égoïsme, on a essayé depuis au moins, allez, remontons ne serait-ce qu'à la période de la révolution industrielle. Le chacun pour soi, on a essayé. Si ça marchait, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc peut-être qu'on pourrait essayer autre chose qui consiste à être un peu plus solidaires les uns des autres et arrêter de considérer que chaque effort qui est demandé est forcément une punition. Parce que de toute façon, vous savez quoi, l'urgence climatique, elle est telle que, pas demain, Aujourd'hui, là, on a tous des efforts à faire. Alors, on peut considérer que, comme quand on est déjà bien, que tout va bien pour soi, eh bien, on n'a pas d'efforts à faire pour l'autre. Mais sauf que on n'a plus le choix de faire ces efforts-là. Donc, essayons peut-être de le faire de façon enthousiaste, de façon positive, de façon empathique, plutôt que de façon égoïste en se disant « Mon Dieu, mais je suis propriétaire, je vais devoir faire en sorte que mon locataire ait une vie à peu près décente dans le logement que je lui loue et c'est une punition. » Non, c'est pas une punition. C'est un enrichissement, c'est une amélioration à titre individuel et à titre collectif de la vie de ceux qui sont autour de nous et au-delà dans d'autres pays, parce que ces questions-là, ce sont des questions transversales et ce sont des questions qui engagent l'ensemble de la planète, me semble-t-il.